Et nous poursuivons cette journée avec notre studio sur site au Private Equity Exchange pour la 22e édition. Cette 22e édition, c'est une édition de toutes les évolutions d'un marché qui se structure, qui poursuit sa croissance, qui, bien qu'au milieu d'une année particulière, un changement de cycle, on voit toutes ces évolutions qui impactent cette industrie et qui présagent de belles années devant nous. J'accueille pour parler de ces évolutions Michael Ohana, founder and CDO d'Alumni Executive Search. Bonjour Michael. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Cyril Marie. Cyril, vous êtes Deputy CEO chez Wendel. Bonjour. Vous étiez tous deux à l'instant sur un panel, sur une table ronde pour parler de la concentration. Donc les acquisitions successives qu'on a vues déjà et qui vont se poursuivre et qui vont nous mener vers un marché plus consolidé avec moins d'acteurs, des acteurs plus importants. Alors est-ce que vous pouvez peut-être revenir chacun sur le takeaway, la phrase, la tendance qui vous a le plus marqué, que vous avez délivré ou que vous avez entendu sur ce panel il y a quelques minutes? Je commence. Allez-y, je vous en prie. Je pense que les messages importants que moi je voulais faire passer, le premier c'est que le mouvement de concentration, il vient d'abord des clients. Le comportement des clients, ça a été évoqué lors de la première plénière, ils veulent de la taille, ils veulent des marques, ils veulent des acteurs importants. Donc soit vous êtes un acteur qui a déjà cette taille, soit vous devez réagir pour rester dans la course. Et dans ce cas-là, la concentration est très importante. La bonne nouvelle, c'est que la concentration, c'est une évolution naturelle quand il y a un secteur en maturité. Donc il faut le prévoir, le préparer, il faut qu'il y ait toute une industrie qui se prépare pour cette concentration. Et nous, à Wendel, on est en train d'essayer d'offrir une solution pour les GP qui veulent participer à ce moment de concentration. Et on l'a vu il y a quelques semaines avec l'annonce du rapprochement de ICA qui vient chez Wendel. Alors pourquoi ICA et peut-être donc pourquoi ICA d'une part et à quel moment c'est devenu une évidence? Ça a été une évidence assez vite pour tout un tas de choses. ICA est une boîte reconnue pour la qualité de ses produits, pour ses clients d'abord. Ça, c'est le premier sujet. Pour la qualité aussi du management, la manière dont ils gèrent leur société. Et je pense que tous les stakeholders d'ICA ont une image très positive d'ICA. Et pour Wendel, c'était très important, parce qu'il y a un très bon fit culturel. Et pour nous, la manière dont on veut construire cette plateforme, c'est on va avoir des gens qui ont un très bon fit culturel avec nous. On a un nouvel entrant, donc on prend le temps. Donc les évidences, il faut les créer. Et une fois que vous avez ce fit culturel et cette qualité, après c'est assez simple de construire un deal, parce que tout devient évident pour le coup. L'alignement à long terme, la manière dont vous transférez la valeur vers les nouvelles générations, le business plan que vous construisez ensemble, tout ça se fait assez naturellement, sans conflit. Et je pense que la rencontre entre cette qualité de Wendel et ce que Wendel peut d'ICA et ce que Wendel peut offrir, ça a donné cette très belle transaction. Merci beaucoup et félicitations, on en reparlera dans quelques instants. Michael, on parle à l'instant de concentration, mais on parle avant tout d'hommes et de femmes, de talents. Comment vous, Michael, vous accompagnez les fonds? Qu'est-ce que vous voyez comme justement grand sujet people? Est-ce qu'on va chercher de nouvelles expertises? Est-ce qu'on va chercher des professionnels différents aujourd'hui sur le marché? Donc la consolidation des GP, elle a plusieurs impacts en termes people. Donc moi, je dirige une équipe de chasse de tête et on travaille avec des fonds de private equity. Et notamment, on travaille beaucoup avec ICA. Et donc, à titre d'exemple, un fonds comme ICA, ce qui a fait sa réussite en termes people, puisque c'est un des fonds préférés des candidats, de très très loin, c'est sa capacité, à travers sa stratégie multiplateforme, à faire évoluer les talents et à ne pas les laisser coincés à l'entrée du partnership, à se bagarrer les uns contre les autres. Donc, en créant de nouvelles poches de capital, à travers soit des alliances stratégiques majoritaires, soit des GP stakers minoritaires comme on en a parlé, on est capable de créer de l'espace pour les nouvelles générations en leur donnant de nouvelles poches, de nouvelles stratégies et en permettant à de jeunes directeurs de devenir partenaires en fait et de ne pas attendre sagement le départ de quelqu'un ou l'ouverture du capital. Donc ça c'est un premier point people qui est très important. Ensuite, le deuxième point qu'on a évoqué, qui est plutôt un risque sur les sujets people, c'est d'abord quand une structure est à vendre, ça peut faire peur, notamment aux nouveaux entrants. En tant que candidat, si vous rejoignez une boîte et qu'il y a une annonce dans la presse qu'elle est à vendre, il y a un risque perçu. Deuxièmement, il y a un risque sur l'indépendance des équipes. Donc le comité d'investissement, est-ce qu'il va être ou pas un lieu de négociation? Et également les politiques de rémunération, est-ce qu'elles vont changer
si un acteur moins 10 ans rachète une plateforme. Donc tout ça, c'est des enjeux clés sur le sujet People et il faut absolument communiquer et les désamorcer pour ne pas créer une panique et que les talents fuient à l'issue d'une transaction comme celle-là. Donc, un outil stratégique, mais un outil HR pour préserver les talents qui sont, on l'a dit déjà aujourd'hui plusieurs fois, la valeur principale évidemment des GPs. On vient d'accueillir avec nous François Perret, Managing Director donc, de Pacte PME. Bonjour François Perret. Et Hervé Lecade, CEO d'Epiquette Group. Bonjour. Bonjour. Vous sortez, alors on parle de consolidation de marché, des fonds d'investissement qui se rachètent, qui se consolident pour derrière effectivement créer des acteurs plus importants capables de répondre à l'ensemble des enjeux donc de l'évolution du marché, que ce soit sur l'ESG, que ce soit sur le reporting, le regulatory et bien d'autres aspects. Vous sortez à l'instant d'un panel qui concerne également ce sujet, qui est le partage de la valeur, le value sharing. Le value sharing en interne dans un fonds, mais également vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis du portefeuille. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire chacun de votre côté ce que vous avez perçu de ce panel, les grandes tendances que vous identifiez, et on développera ensuite peut-être avec nos autres invités sur ce thème. Peut-être, François, je vous en prie, commencez. Oui, le partage de la valeur a pris une certaine importance dans le débat public. Je ne le qualifierais pas de nouvelle passion française, mais en même temps, on a vu à l'occasion de la campagne présidentielle de 2022, lorsque le sujet du dividende salarié avait été mis sur la table, qu'il pouvait susciter du rassemblement, mais aussi certaines fractures, y compris dans le milieu patronal. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 2019, le législateur a vraiment simplifié le cadre d'exercice des dispositifs de partage de la valeur en termes d'intéressement, de participation. Depuis la loi Pacte, les choses se sont vraiment accélérées et aujourd'hui on essaye de se donner vraiment l'objectif d'améliorer la couverture des entreprises qui entrent dans ce dispositif, notamment des petites entreprises de moins de 50 salariés. Vous savez que le projet de loi actuellement à l'examen par le Parlement prévoit une obligation dans les entreprises de 11 à 49 salariés de se doter d'au moins un dispositif de partage de la valeur entre l'intéressement, la participation, mais aussi la prime de partage de la valeur qui a été pérennisée par la loi pouvoir d'achat l'an dernier. Merci beaucoup François. Hervé, de votre côté, aussi... Merci beaucoup François. Hervé, de votre côté, sur ce sujet de partage de la valeur, comment est-ce que vous avez adressé le sujet ? Est-ce qu'on peut revenir un peu rapidement, mais précisément, sur comment se partage la valeur au sein de votre entreprise ? Alors déjà, je distinguerai partage de la valeur et partage des résultats tous les ans. La participation, l'intéressement, c'est du partage du résultat qui est créé tous les ans, qui est de la valeur conjoncturelle. Nous, on est dans une logique effectivement de respecter les règles et lois sur la participation. On a donc un dispositif de participation dans l'entreprise qui dépasse les 50 salariés, qui doit avoir 1500 ou 2000 salariés. Et par ailleurs, on a mis en place des régimes de la participation volontaire dans les entreprises de moins de 50 salariés. Ça, c'est un sujet. L'autre sujet, c'est le partage de la création de valeur au travers de l'actionnariat. Et là, moi, ma philosophie, ça a été de dire, plutôt que de demander à mes salariés d'investir pour devenir actionnaires, c'est de leur donner des actions pour leur mettre le pied à l'étrier. On parle d'AGA ou on parle Ça s'est fait une première fois par des BSPCE, c'était dans les années 2004-2005, et lors de notre opération de LBO qui s'est finalisée en 2021, les titulaires de BSPCE, donc il y avait 7 ou 8 cadres, se sont réengagés à investir entre 50 et 60% en AO. Et donc ce cercle de cadres dirigeants ont eu en plus des AGA-DPR qui leur ont été attribués. Premier point. Et par ailleurs, sur 60 cadres, on a distribué des AGAO. Donc ils ont tous reçu entre 10 000 et 20 000 euros, voire 30 000 euros d'AGAO, qui j'espère deviendront x3 ou x4. Et par ailleurs, à titre personnel, mon Manpack, au lieu d'être structuré d'une façon classique, on a décidé de le flécher sous forme d'un don de performance où en fait, à l'issue de l'opération, en 2 mots, si on fait x2, il n'y aura rien. Si on fait x3, nos 2 fonds d'investissement, Raise et Généo, devront ensemble payer 6,5 millions, donner 6,5 millions
au fonds de dotation qui s'appelle L plus 1, comme le K plus 1, comme si on avait un enfant de plus, vers lequel on veut flécher avec mon épouse 20% de notre patrimoine. Donc ce sera une des ressources de ce fonds de dotation Et L plus 1. quels seront les investissements? À quoi servira cet argent? Et là, le fonds, il a été créé d'ailleurs à l'occasion de l'opération. Et le but, c'est de soutenir l'éducation dans les milieux défavorisés. Donc là, on a une phase 1 où on a d'autres ressources. Par exemple, les loyers du siège social vont à une SCI qui a fait la donation de l'usufruit au fonds de dotation. Et on soutient 3 associations pour les connaître, pour qu'elles nous connaissent, etc. L'objectif étant que dans 3-4 ans, à l'occasion du prochain tour, je sorte un peu de l'opérationnel pour pouvoir nous consacrer peut-être à la création d'une école où on commence à avoir quelques idées. Merci beaucoup pour cette histoire et on sera ravis de voir ce que vous accomplirez derrière avec effectivement cette fondation, cette nouvelle structure qui du coup percevra les fruits de votre succès également. Et Cyril, chez Wendel est un investment manager coté, donc le partage de la valeur est encore un petit peu différent chez vous. Comment est-ce que vous avez adressé le point? On voit des organisations de rémunération de tout le portefeuille qui se mettent en place dans certains gros fonds. Thomas Rachbaud me disait qu'un FCPE à l'échelle de l'ensemble du portfolio, des salariés du portfolio, était en place en France. Comment est-ce que vous adressez ce partage de la valeur vis-à-vis des employés de votre portefeuille, mais également, et on en parlera aussi avec Mickaël demain, vis-à-vis de vos collaborateurs, et pourquoi pas demain vis-à-vis d'autres personnes avec du give back potentiellement? Alors, c'est une vaste question. Vaste question. Et ma réponse, ça va être de dire, on a annoncé récemment une transaction avec ICA. Et quand vous regardez ce qu'il y a dans les documents de la transaction, vous regardez les grandes sections, globalement, c'est comment on va partager la valeur. On est convaincu qu'on va créer de la valeur ensemble. Ils sont bons, on leur apporte des choses. Mais après, pour être sûr que tout le monde va rester motivé, qu'on va avoir les bons alignements d'intérêts pour les collaborateurs, pour nous, l'actionnaire, et pour les clients, en fait, tout ça, toute la longue forme documentation, comme on dit, c'est comment on partage bien la valeur. Et une fois qu'on a un accord là-dessus, on est quand même plutôt bien parti. Ça, c'est le premier point. Après, au sein du groupe Wendel et puis de nos différents affiliés en asset management, ce qui est important, c'est quand même de garder une très grosse part de la valeur qui est proche de là où vous créez la valeur. C'est-à-dire que si je suis un collaborateur d'ICA, il faut qu'une très grosse partie de ma valeur reste sur la performance d'ICA. Si vous commencez à trop mutualiser, sur le long terme, vous avez une déperdition du focus. Et c'est pas bon pour les clients et c'est pas bon aussi pour l'actionnaire. Une façon de grandir tout en maintenant l'entrepreneuriat. Exactement, c'est you eat what you kill. On doit rester très très proche de là où on crée la valeur. Ça ne veut pas dire qu'il faut quand même créer des structures de rémunération transverse pour créer un esprit collectif, mais ça doit rester marginal pour les affiliés. Et après, pour les collaborateurs de Wendel, il y a déjà en place tout un tas de mécanismes de partage de valeur classiques pour une entreprise cotée. Donc là-dessus, pas d'éléments nouveaux. Ce qui est très important en revanche, c'est que dans le ICA ou le prochain ICA, on ait bien des structures qui restent très proches de la performance pour les clients. C'est clair. Merci Cyril. C'est intéressant ce point parce que ce qu'on observe dans les grosses plateformes américaines, notamment un KKR, c'est pas pareil partout. CVC a un modèle Eat What You Kill où les gens sont incentivés uniquement sur la performance de leur deal. Un KKR a une formule qui n'est même pas connue des salariés où en fait leur montant de caride est une quotité de tous les fonds de la plateforme qui revient à un versement en fait annuel sans qu'on ait trop de capacité d'auditer parce qu'en fait on n'a pas accès à cette information. Et je pense que la principale différence avec ce que vous dites, et moi je suis d'accord avec ce modèle de garder les gens très proches de leur performance. Pas à 100%, mais en grosse partie. Notamment dans le cas de croissance externe. Parce qu'en fait, il y a un clash déjà de culture à régler. Si en plus on commence à se mêler des economics, là ça devient un peu un deal breaker, je pense. Donc un bon équilibre entre rémunération entrepreneuriale et rémunération collective afin quand même d'écrire une histoire en commun. Exactement. François Perret, vous êtes donc managing director de Pacte PME. Est-ce que vous avez une roadmap pour les 2-3 prochaines années sur justement ce partage de la valeur? On a entendu parler de cette prime, effectivement, qui a été une victoire et qui a été mise en place donc, par le gouvernement sur les 2-3 dernières années. Qu'est-ce qui va se passer en termes de partage de la valeur, notamment dans ces entreprises en forte croissance?
En réalité, c'est vrai que le partage de la valeur peut s'envisager à la fois à l'intérieur de l'entreprise, mais également dans le cadre de la relation entre les clients et les fournisseurs. En tant que directeur général de Pacte PME, je m'interroge en effet sur la bonne répartition de la valeur entre le grand donneur d'ordre et les sous-traitants. C'est aussi un sujet dans lequel on doit aussi, on a la responsabilité de trouver le meilleur équilibre entre ce qui va dans la poche de la grande entreprise et ce qui va dans la poche de la PME. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est vrai qu'il faut qu'on continue d'accélérer dans la mise en place de ces dispositifs de partage de la valeur, plus particulièrement dans les PME et dans les entreprises en forte croissance. Pourquoi ? Parce que ça devient un enjeu de recrutement et un enjeu de fidélisation des collaborateurs dans les PME que de pouvoir disposer d'un certain nombre d'instruments pour rémunérer la performance individuelle, mais aussi la performance collective. Moi, je crois qu'il y a un sujet très largement émergent aujourd'hui, c'est celui de la transition énergétique des entreprises. Et je crois qu'on peut se servir, par exemple, des accords d'intéressement pour pouvoir flécher un objectif de transition énergétique, de décarbonation, avoir mis en place un bilan carbone, avoir fait un plan d'action, réfléchir et mettre en place un plan d'action pour gagner en efficacité énergétique, peut être assorti de clauses, d'indicateurs en matière de redistribution également de rémunération. Donc je crois que c'est important de bien concevoir ces sujets de partage de la valeur comme un axe qui favorise l'alignement stratégique au sein de l'entreprise, permet d'avancer vers les grands défis de l'entreprise et de notre économie, et en particulier la transition écologique, et finalement d'être différenciant sur le marché, parce qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de PME qui ne sont pas dotés de ces outils, et ceux qui le font, manifestement, arrivent à mieux fidéliser leurs collaborateurs que les autres. Merci beaucoup. Et donc, on voit d'ailleurs beaucoup de carides qui commencent à inclure l'ESG, et donc que le private equity et l'économie réelle n'ont jamais été aussi proches et que l'un nourrit l'autre, évidemment. C'est l'heure de la pause maintenant, puisque vous nous regardez déjà depuis une bonne trentaine de minutes. Merci infiniment de nous suivre. C'est l'heure de la pub. On se retrouve dans quelques instants sur For Change. Merci.